Alors, je vais essayer d'être bref, parce que la solidarité, c'est sans doute ça aussi. Euh, Déjà, il va falloir être plus solidaire ces prochaines années, parce que je suis tout à fait prêt à entrer dans le débat sur les inégalités, mais les pressions inégalitaires sont de plus en plus fortes dans notre société. Et grosso modo, je caricature bien évidemment, mais en même temps pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est assez vrai. Si vous regardez une société comme la France, vous regardez la distribution des revenus et même la distribution des salaires, ce qui est relativement nouveau, vous avez de plus en plus de riches, des riches de plus en plus riches, de plus en plus de pauvres et des pauvres de plus en plus pauvres. Donc si on veut que la société ne devienne pas une espèce de constellation complètement fragmentée, il y a bien évidemment un devoir de solidarité. Alors par rapport à ça, l'État-providence a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il a du mal à faire de la redistribution. Et en réalité, alors les Américains ont vu ça dès les années 70, mais la redistribution, elle ne se fait pas des riches vers les pauvres. Ça, c'est un mythe qui a toujours existé. Alors pardon de le dire aussi brutalement, mais en même temps, il faut se dire les choses, sinon on n'avance pas. Il faut comprendre cette équation en termes de solidarité fiscale qui est absolument essentielle, et je vais beaucoup vous choquer. En même temps, ce n'est rien d'autre que la description de la réalité. Les pauvres n'ont pas les moyens de payer les impôts et les riches ne veulent pas en payer. Donc quand vous avez compris ça, vous voyez tout de suite le problème, à savoir que la redistribution, elle se fait des classes moyennes vers les classes moyennes. Et ça, c'est quelque chose qui a... Enfin, je veux dire, toutes les études, si vous voulez, corroborent ça depuis les années 70. Alors ça, c'est la première difficulté qu'on peut sans doute surmonter. Et ça, enfin, je veux dire, les travaux sur la progressivité de l'impôt, pas la peine d'aller chercher chez Piketty. Enfin, vous pouvez regarder dans mes travaux, c'est mieux. Et vous aurez finalement à peu près le même, à peu près le même résultat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, écoutez, c'est le fait que l'État-providence, aujourd'hui, a un léger problème de financement, ou va avoir un léger problème de financement. Et ça aussi, on ne peut pas faire abstraction, si vous voulez, de cette réalité. Je vais prendre l'exemple de la santé dans quelques instants, mais la santé, pour vous donner vraiment une idée, si vous voulez, pour bien saisir le poids financier des dossiers dont on parle. Vous vous souvenez tous, bien évidemment, de la réforme des retraites, parce qu'on s'est tous étripés sur cette réforme des retraites. La réforme des retraites, les retraites, en 2050, ça représente à peu près 10-15% du PIB. La santé, c'est entre 15 et 20% du PIB. C'est-à-dire que le poids de la santé, les enjeux en matière de santé sont très supérieurs aux enjeux en matière de retraite. Ça ne veut pas dire du tout que la retraite n'est pas importante, ça veut dire que la santé, si vous voulez, c'est encore plus important. Alors par rapport à ça, il va falloir essayer d'être intelligent. Et ça ne devrait pas être très difficile, dans la mesure où toute l'histoire économique montre que quand on agit sous forte contrainte, on fait des choses intelligentes, parce que finalement, il y a une espèce d'instinct de survie qui dicte de bons réflexes. Il y avait un livre il y a quelques années de Jared Diamond qui avait beaucoup fait parler les économistes, qui s'appelait L'effondrement, et qui montrait que l'effondrement d'une société ne vient jamais du fait d'avoir pris de mauvaises décisions. Ça n'existe pas. Ça vient du fait de ne pas avoir repéré les risques. Ou alors, pire, de ne pas y avoir cru. Ça ne vient pas du fait d'avoir pris de mauvaises décisions. Donc on va forcément prendre de bonnes décisions, mais pour ça, il faut sans doute se mettre dans une disposition intellectuelle qui est un peu nouvelle et qui accepte des espèces de partenariats un peu bizarres entre le secteur privé, le secteur associatif et le secteur public, ce qui est là aussi relativement nouveau en France. Alors on commence à le faire, il y a des domaines dans lesquels ça existe et dans lesquels ça fonctionne en réalité plutôt bien. Vous prenez le microcrédit par exemple, ce que fait l'ADI avec le soutien de l'État, tout ça est plutôt bien monté et fonctionne pas mal. Il faudra évidemment aller beaucoup plus loin. Je vais vous donner un exemple qui là encore va vous paraître choquant. Vous avez un économiste indien qui s'appelle Prahalad, qui est décédé récemment, mais enfin, il avait 95 ans, donc c'est moins grave. Et Prahalad avait beaucoup travaillé sur la façon dont on pouvait vendre des biens de consommation, mais des biens de consommation utiles, comme du gel douche, comme des shampoings, à des gens qui sont très pauvres, qui vivent dans des favelas. Il avait beaucoup travaillé sur le Brésil. Et ça, ce sont des réflexions qu'on commence à voir dans les pays développés. Et l'idée de Prahalad, c'était de dire, eh bien, on va vendre des shampoings, par exemple, avec de petits conditionnements. Mais ça, vous avez des boîtes qui savent faire ça. Mais encore faut-il assurer la distribution, parce qu'il faut aller dans les favelas. Et ça va être plutôt l'apanage des associations. Mais pour pouvoir monter dans les favelas, il faut quand même pouvoir le faire dans de bonnes conditions, dans les conditions de sécurité, dans des conditions sanitaires normales. Et donc, il faut une puissance publique. Et donc, vous avez les trois qui fonctionnent de concert. Et donc, il faut qu'on essaie vraiment de faire un saut mental par rapport à ça, parce que quand je raconte cette anecdote, évidemment, de 99% des cas, on me dit « mais c'est absolument scandaleux, vous voulez faire en sorte que L'Oréal gagne de l'argent sur le dos des pauvres ?» Ce à quoi je réponds « oui, bien évidemment, parce que justement, ces nouvelles solidarités, elles se font dans le respect des intérêts bien compris de chacun. » Et je pense que c'est vraiment en essayant d'avancer comme ça que l'on pourra avancer sur ce problème de la pauvreté et de la solidarité. Alors, je parlais de la santé il y a un instant. Le sujet de la santé est
passionnant à bien des égards. Il est passionnant parce que les enjeux financièrement sont évidemment très importants. Et puis il est passionnant intellectuellement parce que l'équation de la santé, en réalité, est assez simple à comprendre. Ça coûte trop cher, les traitements sont de plus en plus chers et on veut être soigné de mieux en mieux. Voilà. Et moi, le premier, bien évidemment. Par rapport à ça, il faut là encore sans doute essayer de faire une espèce d'avancée intellectuelle et de distinguer, peut-être plus que ça n'était fait par le passé, ce qui relève de l'assurance et de la solidarité. Par exemple, l'État-providence s'est construit en France sur l'idée selon laquelle tout ceci relevait du domaine de l'assurance, sauf qu'on n'applique pas dans le domaine de la santé les principes de l'assurance. Donc ça ne fonctionne pas bien et ça coûte cher. Si on se dit... Il y a des éléments qui relèvent de la solidarité. Je vous donne un exemple très concret. Une greffe de la moelle osseuse... Rapidement, parce que nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps. J'en ai pour 33 secondes. Une greffe de la moelle osseuse, ça coûte 250 000 €. Bon, on va dire que ça relève, c'est un peu notre pacte social, on sera à peu près tous d'accord pour dire que ça relève de la solidarité. Quand vous faites du ski, mais ça relève de l'assurance, parce que vous prenez un risque qui est plus important. Et quand, comme moi aujourd'hui, vous relevez de la rhinopharyngite, c'est-à-dire finalement de la maladie qu'on ne peut pas soigner, eh bien vous relevez sans doute de rien du tout, c'est-à-dire du financement sur fonds propres, ou alors peut-être des solidarités familiales dont on parlait tout à l'heure, mais continuer à soigner et à rembourser des maladies qui ne se soignent pas, ça c'est pas de la solidarité, ça coûte très cher et ça empêche de faire de la vraie solidarité. Merci Nicolas Bouzou.